Alors, quels sont ces métiers d'avenir, utiles, épanouissants, les secteurs prioritaires de la ville de demain? Comment y accéder? Quelle formation faut-il suivre? On va parler de tout ça avec nos invités. On aura aussi des témoignages de personnes qui exercent ces nouveaux métiers. Mais comme dans la première partie, je vais lancer un nouveau jeu auquel vous pouvez participer. Alors, voilà la question. Transition énergétique, on va parler d'emploi évidemment. Quelles sont à votre avis les perspectives d'emploi d'ici 2030? Est-ce que c'est 50 000 emplois, 130 000 emplois ou 400 000 emplois? C'est donc à vous de jouer. Vous allez sur la plateforme, vous appuyez sur le petit onglet participer qui est juste à droite de l'écran et voilà, vous entendrez peut-être encore ma voix, mais vous répondez et puis vous validez. Et nous allons donc parler des métiers de transition énergétique avec mon invitée Catherine Bouette. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes la directrice opérationnelle et la responsable offre de formation, référente aussi apprentissage pour Défi Métiers. D'abord, qu'est-ce que c'est Défi Métiers ? Alors, Défi Métiers est le Cariforef francilien, donc d'Île-de-France. Nous sommes un GIP, un groupement d'intérêt public, financé par l'État et la région. Et nous sommes une structure spécialisée autour de la formation, avec à la fois un travail important sur le référencement de l'offre de formation professionnelle en Île-de-France, ainsi qu'une analyse sur les besoins en formation en fonction de l'évolution des métiers et l'évolution des emplois. Alors, est-ce qu'on peut, comme ça, donner un tableau des différents métiers générés par la transition énergétique ? Alors, on peut effectivement exprimer et positionner un certain nombre de métiers et d'emplois qui sont actuellement déjà liés à la transition énergétique, sachant que, comme l'ont pu le dire vos interlocuteurs précédemment, on a aussi bien des métiers qui vont, ou des activités qui vont se créer, que l'évolution de métiers, d'emplois actuels qui vont être obligés de s'adapter pour prendre en compte plus fortement les enjeux de la transition énergétique. Donc, comme l'ont dit vos interlocuteurs précédents, nous pouvons distinguer l'ensemble de ces métiers autour de deux aspects. D'une part, la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables, et puis d'autre part, toutes les activités qui sont liées à la maîtrise de l'énergie et à la limitation de la consommation énergétique. Voilà. Donc, effectivement, je pourrais vous donner quelques exemples. Par exemple, on va avoir dans le domaine des énergies renouvelables l'ouvrier en plomberie chauffage qui va pouvoir installer des équipements thermiques et sanitaires fonctionnant avec des énergies renouvelables. On va pouvoir avoir l'installateur ou le mainteneur en système solaire qui vont être positionnés par exemple en couverture de bâtiments. On va pouvoir avoir aussi le technicien de maintenance d'éoliennes, par exemple, le technicien de méthanisation. Autre profession, autre métier, l'agent de développement des énergies renouvelables, un responsable d'usine d'incinération avec récupération d'énergie, un chef de projet énergie renouvelable. Donc voilà, une diversité importante sur les métiers liés à la production de nouvelles énergies. Et puis dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, on a mentionné tout à l'heure qu'effectivement le bâtiment était le secteur le plus consommateur d'énergie. Donc effectivement, l'étanchéiste va avoir un rôle important dans cette maîtrise de la consommation de l'énergie. On va pouvoir avoir aussi le technico-commercial thermicien en économie d'énergie, l'économe de flux, le conseiller info-énergie. Vous avez reçu tout à l'heure une personne exerçant cette profession, l'ingénieur thermicien, le consultant expert bilan carbone ou l'animateur en énergie. Effectivement, l'information et la sensibilisation du public sur les enjeux de la transition énergétique sont un élément aussi très important.
Alors, on le voit, hein, il y a des formations un peu différentes, il y a des formations plus longues, des formations plus courtes, mais est-ce qu'on trouve facilement à se former à ces nouveaux métiers ? Alors effectivement, il y a une offre de formation qui est importante, qu'il s'agisse de formation initiale, et cette offre va balayer l'ensemble des niveaux de formation, qu'il s'agisse du CAP jusqu'à des niveaux d'ingénieur, et donc bac plus 5-6, voire plus. Et justement, donc, les formations, on les trouve. Est-ce qu'il faut. Est-ce que ça peut être. Est-ce que ça peut, c'est le premier métier, est-ce qu'il faut être très jeune pour accéder à ces métiers, ou est-ce que ça peut être justement un changement d'orientation professionnelle ? Alors, il n'y a pas de nécessité effectivement d'être particulièrement jeune pour exercer ces métiers. Comme je vous l'ai indiqué, et à travers les exemples que j'ai pu lister tout à l'heure, on sent bien qu'il y a des adaptations de métiers. Donc effectivement, des formations courtes pour faire évoluer l'activité et adapter les pratiques professionnelles. En revanche, il est vrai aussi que l'offre de formation professionnelle a su s'adapter pour proposer des formations aux jeunes, en formation, particulièrement en formation initiale, spécifiquement adaptée aux enjeux de la transition énergétique. D'accord. Est-ce qu'il y a, enfin évidemment on va mettre tout ça sur la plateforme, il y a aussi un site de défi métier où on peut trouver je sais pas, des offres d'emploi ou des formations ? Alors, le site de Défi Métier ne référence pas d'offres d'emploi. En revanche, vous avez effectivement un moteur de recherche qui vous permet de rechercher, d'identifier les offres de formation existantes en Île-de-France, formation professionnelle, et donc avec un certain nombre de critères, possibilité de faire ressortir les formations dédiées aux énergies. Merci infiniment, Catherine Ouette. Merci beaucoup. Il est temps de donner la réponse à la question que je vous ai posée sur la transition énergétique. Quelles sont les perspectives d'emploi d'ici 2030 ? Eh bien, vous voyez, c'était la plus forte réponse, 400 000 emplois. 400 000 emplois. La transition énergétique est vraiment un des secteurs les plus porteurs en termes d'emploi, et encore plus dans les années à venir. 400 000 emplois, c'est quand même quelque chose d'énorme. Alors, je vais accueillir dans un instant Charlotte Bonichon, qui est responsable pédagogique à l'EA CFI du campus Aubergenville, et Christophe Richard, qui est formateur automatisme informatique industriel au centre AFPA de Magnanville. Mais auparavant, je vous propose de regarder un petit sujet justement sur les nouveaux métiers. Le changement climatique est l'affaire de tous. Notre défi, sauvegarder la planète en divisant par 2 la consommation énergétique finale à l'horizon 2050. Concrètement, que fait-on dans les métiers de l'énergie pour réduire l'impact sur l'environnement ? Justement, voici Monsieur Économie qui a rendez-vous avec Monsieur Commercial. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Je suis Monsieur Économie, missionné par la planète. Très bien. Venez, je vais vous présenter comment on produit l'énergie sur ces bâtiments. Allons-y. Voici donc notre production d'énergie verte et notre spécialiste en panneaux solaires photovoltaïques. Grâce au soleil, ces panneaux solaires photovoltaïques vont permettre de fournir gratuitement de l'électricité dans ce bâtiment. L'énergie gratuite. C'est très intéressant ça. Oui. Et on a aussi notre production en solaire thermique. On produit de l'eau chaude grâce à des panneaux solaires thermiques. On n'utilise plus les énergies fossiles qui polluent la planète. Ça respecte l'environnement et c'est gratuit. Je valide. Qui a imaginé tout ça ? Je vais vous le présenter tout de suite. Venez, il est au bureau actuellement. Donc comme je vous disais, c'est Monsieur Étude qui s'occupe de la conception. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous. Donc j'ai réalisé les plans, effectué les notes de calcul, dimensionné l'installation et confié ça à un installateur. Après tous ces calculs, il fallait bien vérifier la performance du bâtiment. Oui, tout à fait. Ça, c'est le travail de Madame Efficacité. Elle est justement en train de faire des essais. Si vous voulez, je peux vous la présenter. Allez-y. Ça marche! D'accord. Ça fait quoi? Je suis là pour vérifier l'étanchéité thermique du bâtiment. Je le mets sous pression, je vois comment il réagit et s'il ne perd pas d'énergie. D'ailleurs, j'utilise aussi la caméra thermique. J'ai vérifié ce matin, il n'y a aucun pont thermique. Très bien. Je vois que Monsieur Étude dégage beaucoup d'énergie. Les neurones, ça chauffe.
Pas de pont thermique, étanchéité du bâtiment, ok. Je valide. Très bien. Donc une fois les installations terminées, c'est monsieur Maintenance qui s'occupe de l'exploitation des équipements. Peut-on nous rencontrer? Pas de souci, allons-y, c'est par là. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors pour vous expliquer mon métier, j'interviens sur les équipements énergétiques, tout en sécurité, afin de réaliser la maintenance préventive et corrective. Bon, reparlons de performance et d'économie. Oui. Qui identifie que le bâtiment ne consomme pas trop d'énergie? Alors ça, c'est le travail de monsieur Metteur au point. Je vais vous le présenter, il est d'ailleurs très précis. Allons-y. Monsieur Metteur au point, bonjour. 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 Tout va bien? Oui, j'ai réglé tous les paramètres nécessaires sur mon installation pour consommer le strict minimum d'énergie. Ça doit fonctionner comme une horloge. Bon, on vous laisse travailler. Bon courage. Tout est bon pour moi. La réduction de consommation, je valide. Super. Donc ouais, comme vous avez pu remarquer, la gestion d'énergie englobe beaucoup de métiers différents. Bien sûr. Donc il est important que tous ces gens apprennent à travailler tous ensemble. Tout à fait. Le BIM est une méthode de travail qui permet à l'ensemble des intervenants de collaborer sur le même projet. Venez nous rejoindre, nos métiers sont très variés. Métier de la maintenance, Bureau d'études, Chargé d'affaires. installateur solaire thermique, Photovoltaïque. metteur au point. Tous ces métiers sont essentiels pour préserver notre planète et notre environnement. Voilà, ils ne s'appellent pas tous Monsieur Maintenance, ou Monsieur... Hein, non, c'est pas leur vrai nom, il faut le dire. Charlotte Bonichon, donc, je rappelle que vous êtes la responsable pédagogique ELA SFI du campus de Bergenville. Alors, qu'est-ce que c'est déjà LEA CFI? Alors l'EA CFI, c'est donc une fusion de deux écoles depuis janvier dernier. Léa. Léa Ah, d'accord. et CFI, effectivement. Nous faisons partie donc de la filière BEMP, Bâtiment, Énergie, Mobilité et Paysage, une école de la CCI Île-de-France. D'accord. Et vous avez des étudiants de quel âge? Alors, on propose une offre de formation du CAP jusqu'au master, hein, donc de la sortie de 3e jusqu'à même 30 ans, voire plus. Donc Ah, 30 ans, c'est contrat d'apprentissage et au-delà, contrat de professionnalisation. Alors, vous offrez une formation au service de la ville de demain à travers, je crois, 7 filières. C'est ça, 7 filières, non, 6 domaines. Non, 6 domaines. Oui, tout à fait, qui sont derrière. Donc Voilà. le bâtiment, La la maintenance véhicule, la performance énergétique, les travaux publics, la valorisation des paysages et également la gestion d'affaires commerciales. D'accord. Et à quoi ça correspond, au fond, ces filières? Alors cette filière, en fait, permet de former de la main-d'œuvre, même des techniciens, dans le domaine du bâtiment et de l'énergie. Donc effectivement, en fait, on essaye de former nos jeunes sur des métiers qui sont clés pour les villes de demain, effectivement, dans tout ce qui est l'aménagement, la performance énergétique des bâtiments. Il y a des secteurs dans lesquels il y a plus de demandes, ça évolue? Toutes ces formations sont en tension. Effectivement, en fait, beaucoup d'entreprises recherchent donc dans le domaine du sanitaire et du thermique sur du niveau CAP, voire brevet professionnel, même également sur le niveau de technicien, en électricité, en fibre optique, même dans le bâtiment pour tout ce qui est enveloppe du bâtiment, parce que là, on parle d'étanchéité des bâtiments, comme a pu en parler la dame. Effectivement, voilà, tout le domaine du thermique, de l'acoustique, de la topo, de l'éclairage et également de l'étanchéité. Avec des formations, justement, là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qui peuvent varier en longueur, enfin. Oui, voilà, donc effectivement, alors en fonction des profils de nos jeunes, que l'on accompagne tout au long de leur formation, on a des jeunes qui peuvent rentrer sortis de 3e, avec le projet de faire électricien, qui au final, sur le temps, font un CAP, un bac MELEC, donc voilà, métier. Oui, c'est pas figé, quoi. Hein, non, voilà, il y a un véritable parcours qui peut se ouais. dessiner dès l'entrée de la 3e sur des métiers dans le domaine de l'énergie, effectivement, qui sont très porteurs de nos jours. Oui, c'est des parcours métiers d'avenir, au fond. Hein, c'est ça. Et donc, effectivement, notre CFA, donc Centre de formation d'apprentis, propose ces formations en apprentissage, ce qui permet à nos jeunes d'avoir des diplômes certifiés par l'Éducation nationale, tout en permettant d'avoir une expérience professionnelle tout au long de leur formation. Et les employeurs, c'est quoi? C'est les collectivités, les grandes entreprises? Tout type d'employeurs, beaucoup de petites, moyennes entreprises. Et effectivement, dès qu'on commence à monter un petit peu sur du haut niveau, c'est-à-dire au-delà du bac, BTS, licence et master,
on se tourne plutôt vers des grosses entreprises. Alors, Christophe Richard, je me tourne vers vous. Vous êtes donc formateur automatisme informatique industriel au centre AFPA de Magnanville, hein, c'est ça. Le centre de Magnanville, c'est pour les demandeurs d'emploi. Hein, tout à fait. C'est ça, hein. Entre autres, oui. Et pour entre toute personne qui veut se reconvertir. C'est ça. Et alors, il est spécialisé, je crois, sur la maintenance, notamment. Oui, technicien de maintenance industrielle, électricien de maintenance de câblage, automatisme, c'est ma section, et ça va du BEP jusqu'à Bac+3. Ah, là aussi. Il y a aussi le soudage, je crois. Soudage, tout à fait. Et puis l'informatique. Vous, c'est plutôt l'informatique. Hein, l'informatique, l'automatisme et la robotique. Et la production industrielle. Vous avez beaucoup de demandes on veulent se former On a beaucoup de demandes au niveau BEP et niveau bac, moins de demandes au niveau de la formation automatisme, parce que l'automatisme, c'est un monde tellement vaste, on travaille dans tous les domaines. Les invités précédents ont dit... C'est vrai que c'est peut-être un terme, c'est ça qui fait... Est-ce qu'il ne fait pas un peu peur, peut-être, à des gens qui se disent, est-ce que je vais être au niveau... Peur, non, c'est surtout, pour moi, oui. C'est la méconnaissance du métier qui est très riche, en réalité, parce qu'on travaille aussi bien dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, la pharmaceutique, en ce moment, de la production de masques, il y a c'est tellement vaste qu'il y a une méconnaissance du métier et des possibilités de ce que les apprenants peuvent faire avec l'automatisme et la robotique. Ouais. Et quels sont les profils des gens qui viennent à l'FPA ? Alors aujourd'hui, par exemple, j'ai un boulanger, un ancien boulanger, j'ai un militaire, j'ai 3 anciens agents de maintenance qui veulent gagner en compétences pour avoir une nouvelle casquette d'automaticien. C'est très large. Une de mes premières stagiaires, il y a quelques années, avait eu un bac scientifique. Elle avait travaillé 5 ou 6 ans en hôtellerie. Elle n'avait jamais vu le monde de l'industrie. Elle a trouvé un emploi pour le traitement des eaux à la SIAP. Ah oui. Et l'intégration dans le monde du travail se fait assez facilement après ces formations ? Alors aujourd'hui, on a 76% de reclassement 3 à 6 mois après la formation. Et on les forme pas à un métier spécifique, on va leur donner des bases pour qu'ils puissent s'adapter le plus rapidement possible dans leur nouveau domaine de compétences. Et les employeurs, c'est quoi ? Je pose la même question que je posais tout à l'heure à Charlotte. C'est des entreprises, des PME, des grandes entreprises, tout type d'entreprises. Je parlais de la SIAP tout à l'heure, il y a l'automobile dans notre bassin. Les bureaux d'études, l'agroalimentaire et maintenant le bâtiment, où on intervient de plus en plus. Alors je crois que là, on a le témoignage d'un métier d'un intégrateur en informatique industrielle et automaticien. On est ici dans l'enceinte du lycée Raspail, qui est l'un des 2 partenaires pédagogiques du CFA, l'Académie des métiers de la transition énergétique et climatique. On est un CFA qui accueille des jeunes et des moins jeunes, avec des profils très différents, des jeunes dont c'est le premier choix de formation et d'autres qui sont en voie de réorientation. Je suis Amine Moussini, Erwin Rose, je suis au CFA d'Engie, j'ai 19 ans, je suis en première année de BTS. Et je trouvais ça bien, cet équilibre entre l'entreprise et l'école, ça correspondait parfaitement à mes attentes. En cours, ça se passe très très bien. On a une bonne classe, une bonne équipe pédagogique. En entreprise, avec le tuteur, on met en place tout ce qu'on voit en cours et c'est ça qui est bien en alternance. Le terrain, c'est ce qui m'intéresse le plus. Il y a de belles opportunités. Au groupe Engie, on peut être technicien, les bureaux d'études, installateur, frigo, clim, chauffage, aussi bien de faire de la maintenance, être spécialisé dans l'écologie comme les panneaux solaires. Vous verrez, vous serez épanoui du côté de l'entreprise et du côté de l'école. C'est une très belle formation. On espère attirer des jeunes femmes qui apportent beaucoup dans les métiers techniques. Elles ont un regard qui est un petit peu différent, une relation client qui est un petit peu différente également. Donc on espère qu'elles vont venir grossir les rangs des techniciens du groupe. Voilà, c'était donc un sujet sur l'Académie des métiers de la transition énergétique et climatique d'Engie. Et je reçois maintenant Mehdi Bouaoud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes apprenti ingénieur. Vous allez nous parler de votre parcours dans quelques instants. Et Dimitri Laurade, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'agence Yveline Porte de l'Eure de Suez
Hauts-France, hein, c'est ça? C'est exact. On appelle ça comme ça. Alors, on va commencer avec votre témoignage, Mehdi. Vous êtes élève ingénieur en alternance. En quoi consiste votre travail? Alors, avant tout, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Ah non, parce que non, c'est pas merci, c'est vous que je remercie, parce que non, c'est très intéressant de montrer, voilà, de donner votre témoignage, parce que ça peut, voilà, susciter une envie. Voilà, bien sûr. Donc, Mehdi Bouaoud, je suis élève ingénieur éco-énergéticien formé à l'ENSIAT, donc l'enseignement supérieur d'ingénierie appliqué à la thermique, l'énergie et l'environnement à Suresnes, et en poste chez Dalkia, groupe EDF, en tant qu'ingénieur travaux en énergie renouvelable à la direction technique et grands projets. Donc mon métier consiste à insister et à analyser les projets clients internes et externes dans leur phase de la genèse du projet à la réception, en analysant les aspects techniques, aspects financiers, sécurité, environnementaux. Et donc je partage mon temps entre le bureau et le terrain dans les phases d'ingénierie conception à la réception des travaux. Et donc justement l'alternance est pour moi un bienfait qui me permet justement d'avoir cette double casquette. Exactement. Alors vous avez choisi la spécialisation dans le froid. C'est pas des métiers très connus. Hein. Pourquoi vous êtes allé là, dans ce secteur? Alors déjà le froid c'est un terme très vaste des métiers du froid. Donc le froid au quotidien est près de nous. Par exemple, chez les particuliers, dans le réfrigérateur oui, tout le monde connaît. Climatisation, voilà. Donc le froid a beaucoup de secteurs. Donc industriel, commercial, de façon embarquée dans la grande restauration. J'ai choisi cette spécialité étant donné que déjà elle a cette grande place dans la transition énergétique de par les systèmes de nouvelle génération et d'énergie renouvelable. En plus d'avoir cette casquette-là, elle a cette possibilité d'offrir de l'emploi dans l'avenir, des métiers divers, technicien, metteur au point, technicien froid, spécialisé justement dans ce domaine. Et en plus de ça, c'est un métier qui, pour les jeunes et les moins jeunes, recrute et est assez bien rémunéré. Je crois que vous avez 29 ans, je peux le dire, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Votre diplôme d'ingénieur, vous l'obtiendrez quand? Alors, je l'obtiendrai dans 45 jours. Ah! Il faudra venir, voilà. Je fêterai en même temps mes 30 ans et ma 16e année d'expérience. Génial. 16e année d'expérience, étant donné que je suis en alternance depuis... j'ai un cursus assez atypique, j'ai toujours fait de l'alternance. Oui. Ça m'a permis depuis le secondaire, au fond. Alors, même avant. Oui, j'ai passé un certificat de préaptitude et un certificat d'aptitude professionnelle en thermique et énergie. Ensuite, par la suite, je suis passé par le GFN à Maximilien Perret pour un bac et un BTS en génie climatique. Dalkia m'a d'ailleurs permis justement d'avoir cette alternance. J'ai travaillé ensuite toujours chez Dalkia en tant que technicien supérieur, metteur au point. J'ai pu avoir cette évolution transverse des différents métiers. Et j'avais un autre projet, c'était de reprendre justement les études. Le service RH de chez Dalkia m'a accompagné et m'a permis de concrétiser ce projet en intégrant l'ENSIAT en 2018. D'accord. Et dans 45 jours, vous allez vous dire quoi? Ça a été dur ou c'était bien? Alors... est-ce que ça a été dur par moment? Il y a des hauts et des bas, mais étant donné qu'on est accompagné par ses proches, par les responsables pédagogiques et par son tuteur ou sa tutrice, je pense qu'on a toutes les clés en main pour ne pas ressentir cette difficulté tout au long de notre projet d'alternance. Et quel conseil, pour terminer, vous donneriez à un jeune qui veut s'orienter vers votre filière? Alors j'ai 3 conseils. Le premier, c'est que si vous cherchez un métier en phase avec la transition numérique énergétique, vous êtes dans la bonne filière. Le second, c'est que prenez votre part d'engagement dans la sauvegarde et dans la sauvegarde de la planète, tout simplement. Oui. Et enfin, chacun peut faire des choses. Hein, chacun peut faire des choses. Et enfin, si vous cherchez des métiers qui s'exercent de façon sédentaire ou mobile et des métiers d'avenir, je vous invite à aller visiter les différentes vidéos sur YouTube, sur la page de Dalkia. Oui. Il y a beaucoup de témoignages des différents métiers et je vous invite concrètement à y aller.
Merci, merci beaucoup, bon. Mehdi. Merci. Dimitri Longarde, alors on va parler de Suez, et on va parler aussi d'économie circulaire, puisque Suez est un des grands acteurs de l'économie circulaire, mais est-ce qu'on peut définir en quelques mots qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? Alors oui, c'est une bonne question, et je vous propose de prendre un peu de temps pour comprendre ce que c'est que l'économie circulaire. Mehdi vient de parler de sauvegarder la planète. Eh ben, l'économie circulaire, c'est une manière de sauvegarder la planète. En fait, l'économie circulaire, ça consiste finalement à produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et le gaspillage, bien sûr, et également en limitant la production de déchets. Et on l'a bien en tête aujourd'hui, c'est finalement passer d'une société où on jette tout à un modèle circulaire où on va recycler au maximum. Alors Suez, effectivement, est un acteur très engagé pour préserver l'environnement de la planète et propose depuis longtemps des solutions permettant de réduire finalement l'impact de nos actions sur l'environnement. Alors l'environnement, si je peux poursuivre, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau, c'est l'air et c'est la terre ou les matières. Je voudrais illustrer mon propos à travers le cycle de l'eau. En fait, le cycle de l'eau, on l'a tous appris généralement à l'école primaire, on voit bien comment ça fonctionne et on a bien conscience qu'il faut préserver l'eau, préserver la goutte d'eau pour qu'elle puisse faire ce cycle de l'eau. Et on le sait dans nos actions, que ce soit nos actions domestiques ou nos activités industrielles, on va polluer l'eau. Depuis 150 ans, Suez a mis en place des dispositifs qui permettent de récupérer les eaux. Depuis combien de temps? 150 ans. Ah oui. Ah oui, Suez, voilà, c'est vraiment une activité ancienne, donc ces techniques ont énormément évolué, elles évoluent encore aujourd'hui, et on a mis en place des procédés qui permettent de traiter les eaux polluées avant de les rejeter dans une rivière pour ne pas polluer l'environnement. J'ai quelques exemples que je voudrais citer dans cette activité d'économie circulaire. C'est également, plus récemment, on a mis en place des dispositifs qui permettent de récupérer la chaleur des eaux usées à Levallois pour chauffer le bassin d'une piscine municipale. D'accord. Plus récemment, on a mis en place sur Poissy un dispositif qui permet de capter le carbone dans l'air, le CO2, la pollution automobile, de le capter et de le renvoyer dans une station d'épuration. J'ai envie aussi de vous évoquer les procédés d'adoucissement de l'eau, où on enlève le calcaire de l'eau, pour le plus grand bénéfice de tous les abonnés du territoire. Oui. Et ce calcaire, ce n'est pas un déchet. On arrive, voilà, on le réutilise en agriculture, on le réutilise comme engrais pour l'agriculture ou pour des remblais routiers. Dernier exemple, Wilfried en parlera tout à l'heure, c'est la récupération d'énergie par méthanisation sur les stations d'épuration. Qui est aussi de Suez. C'est pour voilà, ça. Et Wilfried le détaillera tout à l'heure. Mais ça, c'est un grand enjeu parce que il y a justement des écologistes qui disent au fond, il n'y a pas de poubelle dans la nature. Tout se récupère. Exactement. Et c'est exactement votre démarche, au fond. Oui, c'est de tout à fait ne jamais avoir de déchets, mais créer plutôt des produits à valeur ajoutée. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers dont vous avez besoin à Suez, même s'il y a 150 ans que l'affaire dure, et est-ce que vous formez aussi à ces nouveaux métiers? Alors oui, dans un premier temps, ces nouveaux métiers, oui, on en a. Ça fait 150 ans qu'on développe de nouveaux procédés, donc ça fait 150 ans qu'on crée des nouveaux métiers, mais particulièrement, je l'ai évoqué tout à l'heure à travers les exemples, on est souvent dans des nouveaux métiers sur les procédés de traitement, donc c'est des techniciens qualifiés en traitement, sur l'électromécanique également, on voit qu'on a besoin de ces compétences. Donc ça, c'est une part importante de nos besoins. Deuxième évolution aussi dans nos métiers, qu'on voit tous dans la société d'aujourd'hui, c'est le digital. Le digital prend une place beaucoup plus importante qu'avant. Et on a mis en place, par exemple, des systèmes de télérelève des compteurs des abonnés. Et donc, cette évolution technologique est un atout pour les abonnés, mais surtout génère des nouveaux métiers autour des systèmes d'information. Voilà, il y a toute une chaîne de métiers qui n'existaient pas il y a 20 ans, qui aujourd'hui sont très présentes autour de la transformation digitale. Et parce qu'on peut parler d'énergie verte, est-ce que c'est un facteur important justement d'emploi? Oui, et d'insertion d'ailleurs aussi. Oui, alors oui, tout à fait. Alors si on veut parler un peu plus de formation et d'insertion, Suez s'est toujours positionné comme un acteur de l'emploi local, parce qu'on est avant tout, on a des activités qui sont très territoriales, très locales. Suez s'est toujours positionné autour de ces activités d'emploi et d'insertion. En 2018, on a signé la convention Pacte, qui est une convention pour les quartiers. Ça, c'est une démarche lancée par l'État. Donc on a signé cette convention Pacte.
Et localement, pour incarner et surtout pour, je dirais, mettre en œuvre un certain nombre d'activités autour de l'insertion, de l'emploi par l'insertion, on a mis en place et on a créé ce qu'on appelle la Maison pour rebondir sur les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Et qu'est-ce que c'est alors? Alors la Maison pour rebondir, c'est l'entité Suez qui, localement, va développer tout un tas d'initiatives qui vont permettre de favoriser l'insertion, de permettre le retour à l'emploi de personnes éloignées d'emploi depuis de nombreuses années. Et c'est sous l'égide de Suez, ça? Oui, tout à fait. La Maison pour rebondir, c'est vraiment une entité Suez. La première a été développée à Bordeaux il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui, on en développe un peu partout en France. Et donc, voilà, si j'ai encore 2-3 minutes, non, allez-y. Quelques exemples d'activités lancées par la Maison pour rebondir. Première illustration, ce sont les Job Academy. La Job Academy, c'est 4 mois pendant lesquels on va réunir une dizaine de personnes qui sont en recherche d'emploi et une dizaine de marraines et parrains qui sont dans des entreprises, Suez ou autres. Et l'idée, c'est finalement d'accompagner ces personnes en recherche d'emploi pendant ces 4 mois. C'est la relecture d'un CV, c'est un échange, c'est donner confiance. Finalement, il y a beaucoup de choses, on le voit dans la recherche d'emploi, qui ne sont pas toujours si simples. Et ce parrainage a des taux de réussite. On a des taux de réussite de l'ordre de 80%. Des personnes en recherche d'emploi trouvent un emploi à l'issue des 4 mois. Donc ça, chez Suez ou ailleurs, d'ailleurs, non? Ailleurs. Ailleurs, d'accord. Après, pourquoi pas chez Suez? L'idée, c'est pas de former des gens pour chez vous. Voilà, le concept de la Job Academy, c'est un parrainage pour l'appui dans le cadre du retour à l'emploi. Et finalement, ça apporte tant mieux des retours à l'emploi. Et les parrains marraines qui ont fait ces opérations, en général, en retirent également beaucoup, parce que c'est toujours enrichissant de se positionner de l'autre côté. Autre exemple plus récent qu'on a fait dans le Mantois, c'est l'opération Sans chance, sans emploi, où là également on avait une dizaine de jeunes, et là c'est vraiment du coaching assez intensif avec des semaines complètes où on les appuie. Donc ça, voilà, c'est en lien avec la mission locale du Mantois, et là on les appuie pour jeunes en recherche de travail trouver un premier emploi. Dernier exemple, on peut parler également du CFM de Trappes, qui est un centre de formation, où là, clairement, on le voit derrière, on forme des jeunes à nos métiers, alors qu'ils ne sont pas forcément tous innovants, mais nos métiers évoluants, il faut quand même former ces jeunes aux dernières technologies qu'on utilise. Et enfin, une petite initiative que j'aime bien, alors qu'on a lancée juste avant le confinement en janvier 2020, juste avant le Covid, c'est un partenariat qu'on a mis en place avec une start-up qui s'appelle Ozon. Et le concept de cette start-up, c'est vraiment... Ozon avec un Z. Voilà, Ozon avec un Z. C'est du recrutement dans la rue. En fait, on le voit, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas la faculté de faire un CV, une lettre de motivation, trouver une offre d'emploi. Et toujours dans cette démarche d'emploi local, on s'est aperçu qu'on pouvait trouver des personnes talentueuses à proximité de nos lieux d'embauche. Et ça a été une belle initiative qu'on a lancée en janvier 2020. J'aime beaucoup, on traverse la rue, c'est une référence à la phrase d'Emmanuel Macron. Un petit clin d'œil. Évidemment, donc ce qu'on voit, c'est que au fond, ces formations, elles peuvent se faire à tous âges. Exactement. Il n'y a pas d'âge. Il y a effectivement le panel des personnes en recherche d'emploi, c'est plutôt des jeunes, mais on a effectivement des personnes qui, au-delà de 40, 50, peuvent se former, et ça, c'est très important de concerner tous les publics. Mehdi Bouaoud, peut-être que, quand vous serez ingénieur, puis que vous avez formé d'autres personnes, ça vous tenterait aussi? Complètement, bien sûr. Bien sûr. C'est intéressant de transmettre. C'est très intéressant, et d'autant plus que certaines familiarités, affinités se créent lorsqu'on accompagne un alternant durant tout son cycle, et qu'à la fin de son cycle, le plus important, c'est qu'il est opérationnel. L'alternant est opérationnel, c'est intéressant pour lui, il a découvert l'environnement de travail, l'entreprise l'a découvert aussi un peu plus au sein de sa personne, et donc c'est vraiment une démarche que je trouve très humaine d'accompagner un alternant tout au long de son cursus. C'est quelque chose qui en tout cas attire beaucoup d'attention à mon égard, en tout cas. Ouais.
c'est vrai que l'alternance, l'apprentissage, c'est des choses essentielles. Hein. C'est aussi effectivement une démarche qu'on lance régulièrement tous les ans chez Suez. D'ailleurs, on est en période, donc s'il y a des jeunes qui cherchent des alternances dans nos métiers, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est une très belle démarche, l'alternance. Tout comme chez Dacia, du coup, je rejoins. Voilà, vous pouvez. Alors, il y a une question sur le chat, mais je ne sais pas si c'est à vous qu'il faut la poser. C'est quelle est la place de notre système agricole dans la pollution des sols ? Oui, c'est une question. Non, je ne répondrai pas directement à la question. On l'a vu un petit peu tout à l'heure avec ce qui était le plus énergivore. On a vu que c'était le bâtiment, et il y avait en effet l'agriculture, mais qui est assez faiblement consommatrice d'énergie. Moi, je peux donner un bel exemple aussi là d'innovation technique, puisque depuis une trentaine d'années, on travaille avec le monde agricole dans les Yvelines. Puisqu'on a une usine sur le site de Flins-Aubergenville qui produit de l'eau pour 500 000 habitants, donc c'est une grosse usine, et on a mis en place tout un dialogue avec le monde agricole pour essayer d'avoir des pratiques les plus respectueuses de l'environnement, donc essayer de limiter les produits phytosanitaires. Mais voilà, après, il y a de beaux résultats qui sont observés. Ouais. En tout cas, bravo pour toutes ces initiatives qui sont en effet créatrices d'emploi et d'espoir, au fond. Exactement. Pour et bravo pour votre parcours. Merci à vous. Merci à vous. Merci Dimitri Langlade, merci Mehdi Bouaoud. Et nous allons dans quelques instants passer à la dernière partie de cette matinée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur ce territoire, justement, quels sont les enjeux sur ce territoire. Et alors auparavant, on va regarder un sujet sur Grand Paris Seine-et-Oise. C'est la communauté urbaine la plus peuplée de France, et on va découvrir ses principaux atouts. Grand Paris Seine-et-Oise. Plus grande communauté urbaine de France. « 73 communes rassemblées pour porter l'ambition de rendre le service public plus performant. L'ambition de renforcer la solidarité entre les communes. L'ambition de préserver et de valoriser un cadre de vie exceptionnel. L'ambition de mettre en réseau les équipements culturels et sportifs pour en favoriser l'accès à tous les habitants. L'ambition de renouveler l'offre de transport à l'échelle de notre territoire pour faciliter les déplacements. L'ambition de réussir le pari de l'emploi et du développement économique, de relever le défi de l'attractivité. Et justement, on va s'intéresser à la transition énergétique et ses enjeux sur ce territoire. On en a parlé des métiers qui ont découlé, et maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe sur ces territoires. C'est mon territoire d'innovation.